Ma vie a empiré quand j'avais 9 ans. Cela a commencé le jour où ma mère, Linda, a épousé Richard. Au début, j'ai pensé que ce serait agréable d'avoir une famille plus nombreuse. C'est-à-dire que mon père est parti quand j'avais 3 ans, et il n'y avait que ma mère et moi pendant des années. Mais Richard avait des bagages, un fils nommé Alex, qui avait le même âge que moi, mais qui semblait se croire le roi du monde. Au début, les choses semblaient bien. Richard était poli et Alex se comportait de manière amicale. Mais cela n'a pas duré longtemps. En quelques mois, la maison a commencé à ressembler à un territoire ennemi. J'étais l'étrangère dans ma propre maison. Alex avait une façon rusée de faire en sorte que tout soit de ma faute, et d'une manière ou d'une autre, tout le monde le croyait. Si quelque chose se cassait, c'était parce que je l'avais touché. Si quelque chose manquait, c'était moi qui devais l'avoir volé. Et quand j'essayais de me défendre, Richard me faisait la morale sur le fait d'être une bonne fille et de respecter ma nouvelle famille. Cela a empiré quand Alex a commencé à prendre mes affaires. De petites choses au début, un bracelet que m'avait offert ma grand-mère, un livre que je lisais, même mon sweat préféré. Il était prudent, aussi, en s'assurant que je ne pouvais rien prouver. Quand je me plaignais, maman me disait simplement de ne pas faire de problème. Elle ne voulait pas contrarier Richard. Il fait ce qu'il peut, disait-elle. Alex s'adapte simplement. Sois patiente. Quand mon demi-frère, Noah, est né, tout a changé. Noah était le fils de maman et de Richard, et toute la maison tournait autour de lui. Je l'aimais autant que n'importe quel frère pourrait l'aimer, mais son arrivée m'a fait sentir que je n'appartenais plus à cet endroit. Ma chambre, le seul espace que je pouvais appeler mien, a été occupée pour la crèche. Au lieu de déplacer Alex pour faire de la place, ils ont décidé que je serais celle qui renoncerait à son espace. On m'a envoyé au sous-sol. Ce n'était pas un sous-sol accueillant. Il faisait froid, il sentait le moisi et il y avait plus d'araignées que je ne voulais y penser. Tu es assez grande pour avoir ton propre espace, a dit maman, essayant de faire en sorte que cela paraisse quelque chose de bien. Mais ça ne se sentait pas bien. On avait l'impression qu'on me chassait de la famille. J'ai pleuré ma première nuit là-bas. Je ne voulais pas que Noah m'entende, alors j'ai enterré mon visage dans l'oreiller. Mais ça n'a servi à rien. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qu'on m'avait pris, ma chambre, l'attention de ma mère, même mon sentiment d'appartenance. Les choses ont empiré après ça. Chaque fois que quelque chose tournait mal, j'étais la coupable. Un jour, une lampe du salon s'est cassée pendant que j'étais à l'école, mais Richard ne s'est pas soucié des détails. Il m'a puni pendant une semaine, me faisant la morale sur la responsabilité, tandis qu'Alex était derrière lui avec un sourire sur le visage. J'ai commencé à éviter tout le monde autant que possible. Je dînais rapidement, faisant semblant d'être occupée par mes devoirs, pour pouvoir m'échapper de retour au sous-sol. Il y avait des moments où je voulais raconter à maman combien je souffrais, combien je me sentais isolée. Mais chaque fois que j'essayais, elle l'ignorait. Elle défendait toujours Richard et Alex, me disant d'être plus compréhensive. C'était comme si elle ne voyait pas combien je souffrais, ou pire, elle s'en fichait. Les jours sont devenus des mois, et j'ai appris à garder la tête basse. Me plaindre ne faisait qu'empirer les choses. Alex avait un don pour déformer les situations pour me faire passer pour la méchante, et maman et Richard étaient toujours de son côté. J'avais l'impression de crier dans le vide, sans être entendue et invisible. Les petites choses ont continué à s'accumuler. Je ne pouvais rien laisser sans surveillance sans que cela disparaisse ou soit abîmé. Mes livres étaient griffonnés, mes vêtements disparaissaient et même mes fournitures scolaires finissaient par être ruinées. C'était comme si on ne me permettait pas d'avoir quelque chose qui m'appartenait. Quand je me suis confrontée à Alex à ce sujet, il a ri dans ma face, me défiant de le raconter à quelqu'un. Quand j'ai eu 13 ans, j'étais devenue insensible à tout, l'injustice, l'isolement, la culpabilité constante. C'est devenu ma normalité. Mais au fond, je savais que ce n'était pas comme ça que devait être une famille. Je ne savais tout simplement pas quoi faire à ce sujet. Grandir dans cette maison ressemblait à une condamnation sans fin. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai cessé de faire semblant que les choses allaient changer. La maison n'était plus un foyer, et la seule façon de survivre était de rester à l'écart autant que possible. J'ai commencé à éviter la maison comme si elle était maudite.
La plupart des jours après l'école, j'allais directement chez mon amie Émilie. Émilie était l'une des rares personnes qui me comprenait vraiment. Elle avait vu de ses propres yeux comment Alex me traitait, et elle savait comment ma mère fermait toujours les yeux. Sa famille n'était pas parfaite non plus, mais sa mère, Madame Taylor, était chaleureuse et gentille. Elle me traitait comme si j'étais une membre de sa famille, même quand je ne sentais pas que je le méritais. Je vivais pratiquement chez elle. Madame Taylor m'invitait à rester dîner sans même demander, et parfois elle laissait une couverture supplémentaire sur le canapé au cas où je m'endormirais accidentellement et ne pourrais pas rentrer à la maison. Je savais, même si je ne l'ai jamais dit ouvertement, que j'avais horreur de retourner dans ce sous-sol. Quand je n'étais pas chez Émilie, je travaillais. J'ai trouvé mon premier emploi à 16 ans dans un petit restaurant appelé la Cuchara de Plata. Ce n'était pas glamour, la moitié du temps, je frottais la graisse des poêles ou je nettoyais des tables collantes, mais c'était le mien. Les pourboires n'étaient pas beaucoup, mais j'économisais chaque dollar que je pouvais. Au travail, j'ai rencontré Jason, le cuisinier, qui semblait savoir comment tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Jason avait un peu plus de 20 ans, et il avait ce charme brut. Il n'était pas seulement un collègue de travail, il est devenu une figure de grand frère pour moi. Jason s'apercevait quand je semblais être contrariée et avait toujours une façon de me faire rire. Il disait, « Mademoiselle, ne les laissez pas vous détruire. Un jour, vous partirez de là, et rien de tout cela n'aura d'importance. » Je me suis accrochée à cette idée, à l'idée qu'un jour je pourrais partir et recommencer. C'est devenu mon mantra. Les jours les plus difficiles, je restais tard au travail, me proposant de faire des quarts supplémentaires, uniquement pour éviter de rentrer à la maison. La Cuchara de Plata est devenue mon refuge sûr. À 17 ans, j'ai commencé à planifier mon évasion. Je n'avais pas de plan précis, mais je savais que je devais partir dès que j'aurais 18 ans. J'ai gardé la tête basse, j'ai travaillé dur et j'ai économisé chaque centime. Je n'ai même pas raconté mon plan à Émilie ni à Jason. Moins il y avait de personnes qui le savaient, mieux c'était. Les choses ont atteint un point critique un soir où Alex a franchi une ligne que je n'ai pas pu ignorer. Je suis rentrée tard à la maison après un long quart de travail, espérant me faufiler dans le sous-sol sans que personne ne s'en aperçoive. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé Alex assis sur mon lit, fouillant dans mes affaires. Il avait ouvert un de mes journaux intimes, le lisant à haute voix et riant pour lui-même. « Sors !» ai-je crié, la voix tremblante de rage. Il a souri et a agité le journal intime comme s'il s'agissait d'un jouet. « Détendez-vous, Sarah. Quel est le problème ? Ce n'est pas comme si quelqu'un se souciait de ton petit journal larmoyant. » Je me suis jetée sur lui, mais il l'a gardé hors de ma portée. J'étais tellement en colère que je n'y ai même pas pensé. Je l'ai poussé aussi fort que j'ai pu, et il est tombé en arrière, renversant une boîte de mes affaires. Le bruit a suffi à réveiller toute la maison. Maman et Richard ont couru en bas des escaliers, bien sûr, Alex a déformé l'histoire pour me faire passer pour la méchante. Elle m'a attaqué sans raison, a-t-il dit, se tenant le bras comme s'il s'était cassé. Maman n'a même pas hésité. Sarah, qu'est-ce qui t'arrive ? Demande pardon à ton frère tout de suite. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce qu'il avait fait, c'était moi qui avais des problèmes. Il fouillait dans mes affaires. Ai-je crié. Richard est intervenu, le visage rouge de colère. Ça suffit. Va dans ta chambre. Ma chambre ? Ai-je rétorqué point, tu veux dire le sous-sol ? Ce n'est même pas une chambre. C'est un placard de rangement. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas attendre mes 18 ans. J'ai commencé à faire mes bagages avec ce que j'avais, rangeant des vêtements et des effets personnels dans un sac de toile. Je ne savais pas où j'irais, mais n'importe quel endroit était meilleur que là. Le coup de grâce est arrivé la nuit précédant mon anniversaire. Je me suis finalement décidée à dire à maman que je partais. J'ai attendu que Richard et Alex soient sortis de la maison, espérant un moment d'honnêteté entre nous. Maman, je ne peux plus faire ça, ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. Je vais déménager. Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire que j'allais voler une banque. De quoi parles-tu ? Tu es trop jeune pour vivre seule. Demain, j'ai 18 ans.
Légalement, je peux partir. Son expression s'est adoucie, mais seulement un peu. Sarah, où vas-tu aller? Tu n'as pas d'argent. J'ai économisé, j'ai interrompu. J'ai assez pour commencer. Je me débrouillerai. Elle a soupiré et s'est assise, se frottant les tempes comme si elle avait mal à la tête. C'est à cause d'Alex, n'est-ce pas? Tu exagères les choses. Ce n'est qu'un enfant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Un enfant, maman? Il me hante depuis des années, et tu n'as rien fait à ce sujet. J'en ai assez. Pendant un instant, il a semblé qu'elle pourrait discuter, puis elle a simplement acquiescé. Bien. Si tu es si décidé à partir, je ne t'arrêterai pas. Je t'aiderai même à faire tes bagages. Le lendemain matin, elle a tenu parole. Elle m'a aidé à rassembler mes affaires et m'a même conduite à la gare routière. Pendant que nous chargions mes valises dans la voiture, elle m'a jeté un dernier regard, les yeux remplis de quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Du regret, peut-être, ou de la culpabilité. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Sarah, a-t-elle dit à voix basse. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste hoché la tête et je suis montée dans la voiture. Alors que nous nous éloignions de la maison, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, soulagement, peur, tristesse et espoir. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Mais la liberté s'accompagnait de ses propres défis, et je ne savais pas si j'étais prête pour ce qui m'attendait. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai pensé que j'en avais fini avec Richard et son favoritisme toxique. J'avais travaillé dur pour me construire une vie loin de cette maison. Je ne parlais ni à Richard ni à Alex à moins que ce ne soit absolument nécessaire, et ma relation avec ma mère était tendue au mieux. J'avais fait la paix avec le fait que je ne faisais plus partie de leur famille. Mais ce qui s'est passé avec le testament de Richard m'a ramené dans leur chaos d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Cela a commencé par un appel de ma mère. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois, alors j'ai été surprise de voir son nom apparaître sur mon écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Bonjour, maman, ai-je dit avec prudence. Sarah, on doit parler, a-t-elle commencé, la voix tendue. Richard est en train de régler son testament. J'ai senti un vide dans l'estomac. Je savais que cette conversation n'allait pas bien se terminer. D'accord, ai-je dit lentement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Son hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il a décidé de laisser son patrimoine à Alex et à Noah. Il dit que ce sont ses enfants biologiques, et moi non, j'ai fini pour elle. J'ai senti une oppression à la poitrine, mais je me suis forcée à paraître calme. Je m'en doutais. Sarah, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement, a-t-elle dit, bien que sa voix manquait de conviction. C'est juste sa décision. Je n'ai pas répondu. Que devais-je dire? Que j'étais habituée à être traitée comme si je n'avais pas d'importance? Que ce n'était qu'un rappel de plus que je n'avais jamais fait partie de leur famille? Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation à un dîner de famille. Mon premier instinct a été de refuser. Je ne m'étais pas assise à cette table depuis des années, et je n'avais pas hâte de commencer maintenant. Mais la curiosité a pris le dessus. Je voulais voir si Richard avait le courage de me faire face après m'avoir essentiellement effacée de sa vie. Quand je suis arrivée, la tension dans l'air était palpable. Richard m'a salué avec sa courtoisie forcée habituelle, et Alex m'a à peine reconnu. Noah, maintenant un adolescent, était le seul qui semblait vraiment heureux de me voir. Il a couru et m'a embrassé, me parlant de l'école et de son équipe de football. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Je ne voulais pas l'entraîner dans le pétrin que j'avais avec le reste de la famille. Le dîner a été inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Richard a maintenu la conversation autour des derniers succès d'Alex et des projets de Noah pour l'université, m'ignorant complètement. Je suis restée silencieuse, concentrée sur mon assiette, jusqu'à ce que Richard aborde le sujet du testament. Je veux juste m'assurer que tout le monde comprend, a-t-il dit, me regardant fixement. Cette décision n'est pas personnelle. Il s'agit de s'assurer que mon héritage reste au sein de la famille. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je n'arrivais pas à croire qu'il disait ça devant tout le monde, comme si je n'étais même pas là. Ce n'est pas personnel? Ai-je dit, la voix tremblante de colère. Tu me dis littéralement que je ne fais pas partie de la famille.
Richard a soupiré comme si c'était moi qui étais irrationnel. Sarah, tu as toujours fait cavalier seul. Tu as clairement fait comprendre que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. Peut-être est-ce parce que vous m'avez traité comme une étrangère toute ma vie. Ai-je rétorqué point, mais bien sûr, faisons semblant que tout cela est de ma faute. Maman a essayé d'intervenir, d'une voix suppliante. Sarah, s'il te plaît. Non, maman, ai-je dit, l'interrompant point, tu as laissé faire. Tu as laissé faire. Et maintenant, tu attends que je m'assoie ici et que je le supporte? La pièce est tombée silencieuse. Pour une fois, même Alex n'avait rien à dire. Après ce dîner, j'ai commencé à entendre des histoires sur le comportement de Richard de la part d'autres membres de la famille. Ma tante Karen, qui avait toujours été un peu le mouton noir, m'a contactée. Elle m'a dit que Richard avait fait pression sur maman pour qu'elle coupe complètement les ponts avec moi, affirmant que j'étais trop indépendante et irrespectueuse. Ne laisse pas ça t'affecter, a dit Karen. Il a toujours été comme ça, contrôlant et manipulateur. Mais tu es plus forte qu'il ne le croit. Ces paroles ont compté plus pour moi que je ne m'en rendais compte. Pour la première fois, j'ai senti qu'un membre de la famille était de mon côté. Les choses ont pris un tournant surprenant lorsque j'ai découvert que Richard gardait ses propres secrets. Par l'intermédiaire d'une connaissance commune, j'ai appris qu'il avait créé un fonds fiduciaire pour Alex il y a des années, chose qu'il n'a jamais mentionnée à personne d'autre. Il ne s'agissait plus seulement de favoritisme, il s'agissait de tromperie. Je me suis confrontée à maman à ce sujet lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Savais-tu pour le fonds fiduciaire? Ai-je demandé. Elle a hésité, ce qui était une réponse suffisante. Sarah, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, ai-je rétorqué point, il a fait du favoritisme toute ma vie, et tu l'as permis. Pour une fois, elle n'a pas répondu. Elle a simplement soupiré et dit, je suis désolée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque Richard a essayé d'impliquer Noah dans ses plans. Noah avait toujours été le pacificateur de la famille, mais même lui ne pouvait ignorer la façon dont Richard me traitait. Un jour, il m'a appelé sans prévenir. Sarah, je ne crois pas que ce que papa fait soit juste, a-t-il dit, la voix hésitante mais déterminée. Tu es ma sœur, et tu mérites mieux. Ces paroles m'ont fait pleurer. Merci, Noah. Ça compte plus pour moi que tu ne le sais. L'entendre dire ça m'a donné la force de finalement confronter Richard face à face. Je lui ai écrit une lettre, exposant tout ce que j'avais voulu dire pendant des années. Je lui ai dit comment son favoritisme et son exclusion m'avaient blessé, comment ses actes avaient creusé un fossé entre ma mère et moi, et comment j'en avais fini de le laisser contrôler ma vie. Je n'ai jamais reçu de réponse, mais peu importe. Écrire la lettre ne concernait pas lui, il s'agissait pour moi de récupérer mon pouvoir. La vie a une étrange façon de vous lancer des balles courbes juste au moment où vous pensez avoir trouvé votre chemin. Il se passe quelque chose qui change tout. Pour moi, cette balle courbe est arrivée sous la forme d'une enveloppe remise un mardi après-midi par ailleurs sans incident. J'étais à la maison, suivant ma routine habituelle d'équilibrer le travail indépendant et les demandes d'emploi. Après avoir coupé les ponts avec Richard et Alex, j'avais travaillé dur pour me construire une vie stable. Ce n'était pas glamour, mais c'était la mienne. Les factures étaient payées, il y avait de la nourriture sur la table et je ne devais rien à personne. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocats. Est-ce bien Sarah Daniels? A demandé la femme de l'autre côté. Sa voix était calme et professionnelle. Oui, je suis Sarah. Je m'appelle Elizabeth Price. Je suis l'avocate en charge du patrimoine de votre tante, Catherine Daniels. Je suis désolée de vous annoncer qu'elle est décédée le mois dernier. Le nom m'a surprise. La tante Catherine était une parente éloignée dont je me souvenais à peine avoir fait la connaissance étant enfant. Elle vivait à l'ouest et restait à l'écart, ne participant jamais aux réunions de famille et ne gardant aucun contact. J'ai supposé qu'elle ne se souciait pas beaucoup de la famille. Je ne savais même pas qu'elle était encore en vie. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je dit, ne sachant pas pourquoi elle m'appelait. Elle a laissé des instructions pour vous contacter directement. Vous avez été nommé principal bénéficiaire dans son testament. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Je suis désolée, quoi?
Vous avez hérité de la majeure partie de son patrimoine, soit une somme d'environ 10 millions de dollars. Mon cœur s'est arrêté. Il devait y avoir une erreur. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? Oui, mademoiselle Daniels. Catherine a été très claire dans son testament. Si vous êtes disponible, j'aimerais vous rencontrer pour discuter des détails et vous remettre une lettre qu'elle vous a écrite. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée assise dans le bureau de l'avocate, encore à moitié convaincue qu'il y avait eu une confusion. Le bureau était élégant et moderne, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville. Elizabeth Price, une femme censée en tailleur sur mesure, m'a remis la lettre avec un sourire compréhensif. Catherine voulait que vous lisiez ceci avant que nous ne procédions, a-t-elle dit. J'ai ouvert l'enveloppe les mains tremblantes. L'écriture était élégante mais ferme, comme je l'imaginais être celle de Catherine elle-même. Ma chère Sarah. Je sais que cette lettre peut être une surprise. Nous ne nous connaissions pas bien, mais je vous ai suivi au fil des ans grâce aux nouvelles familiales et aux cartes de Noël occasionnelles que votre mère m'envoyait. D'après ce que j'ai vu, vous me rappelez beaucoup moi-même, déterminée, résistante et sans peur de forger votre propre chemin, même quand c'est difficile. J'ai fait ma fortune grâce au travail acharné et à des investissements intelligents, et j'ai passé la majeure partie de ma vie seule, par choix. J'admire votre indépendance et votre persévérance, surtout compte tenu des défis auxquels vous avez été confrontés. Il n'est pas facile de rester ferme lorsque le monde semble décidé à vous faire tomber. J'espère que cet héritage vous donnera la liberté de vivre la vie selon vos propres termes. Utilisez-le sagement, Sarah, et ne laissez personne vous dire qui vous êtes censé être. Avec admiration et affection. Catherine. Quand j'ai fini de lire, mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi ressentir, de la gratitude, de l'incrédulité, même de la culpabilité. Je n'avais rien fait pour mériter cela, mais Catherine avait vu quelque chose en moi qui valait la peine d'être récompensée. Elisabeth s'est éclairci la gorge doucement. Nous pouvons revoir les détails quand vous serez prête. Au cours des semaines suivantes, ma vie s'est transformée de manière inimaginable. Le patrimoine de Catherine comprenait les 10 millions de dollars d'actifs liquides, un vaste ranch au Colorado et une collection d'œuvres d'art et d'antiquités rares. J'ai décidé de vendre le ranch et la plupart des œuvres d'art, ne gardant que quelques pièces qui avaient une valeur sentimentale. Avec l'argent, j'ai acheté une maison en banlieue, une impressionnante propriété de 1,5 million de dollars avec de grandes fenêtres, un magnifique jardin et suffisamment d'espace pour enfin me sentir chez moi. C'était plus que ce dont j'avais jamais rêvé, mais il ne s'agissait pas de luxe, il s'agissait de stabilité et de liberté. Investir le reste de l'argent était une tâche décourageante, mais je n'allais pas gaspiller le cadeau de Catherine. J'ai engagé une conseillère financière, une femme intelligente et honnête nommée Clara, qui m'a aidé à créer un plan. Ensemble, nous avons diversifié les investissements dans l'immobilier, les actions et les fonds communs de placement. Clara m'a traité comme une égale, me guidant dans chaque décision sans condescendance. Elle est rapidement devenue une confidente de confiance. Souvenez-vous, Sarah, a-t-elle dit lors d'une de nos réunions, cet argent est un outil. Il peut vous donner la liberté, mais il ne peut pas tout arranger. Utilisez-le pour construire la vie que vous voulez, pas la vie que les autres attendent. Ces paroles m'ont marqué. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie en contrôle. Les ondes de choc de mon héritage ne se sont pas fait attendre pour se propager dans la famille. La nouvelle s'est répandue rapidement, et il n'a pas fallu longtemps pour que maman m'appelle. Sarah, a-t-elle commencé, d'un ton étrangement prudent, j'ai appris le testament de Catherine. Bien sûr, ai-je dit sèchement. Que veux-tu, maman? Je voulais juste dire combien je suis fière de toi, a-t-elle dit, bien que sa voix manquait de sincérité. Catherine a clairement vu quelque chose de spécial en toi. Je n'étais pas assez naïve pour croire qu'elle n'avait pas de motif caché. A-t-il un but à cette conversation? Eh bien, a-t-elle hésité, je pensais que, maintenant que tu es dans une meilleure situation financière, tu pourrais peut-être aider ta famille. Richard a eu quelques problèmes de santé, et... Arrête-toi là, les jeux interrompus. Richard et Alex ont clairement fait savoir il y a des années que je ne fais pas partie de la famille. Ils ne peuvent pas venir ramper maintenant que j'ai de l'argent. Elle a essayé de discuter, mais je ne l'allais pas permettre. Pour une fois, j'ai raccroché, ressentant une étrange sensation d'émancipation.
La réaction la plus surprenante est venue de Noah. Il est apparu à ma porte un soir, les mains dans les poches et un air d'excuse sur le visage. Je voulais juste dire que je suis content pour toi, a-t-il dit. Tu le mérites, Sarah. Sa sincérité m'a prise au dépourvu. Merci, Noah. Ça veut dire beaucoup. Je voulais aussi dire que je suis désolé, a-t-il ajouté, la voix chargée de culpabilité, pour tout ce que papa et Alex t'ont fait endurer. Je ne le voyais pas à l'époque, mais maintenant oui. L'entendre dire ça m'a enlevé un poids dont je ne m'étais pas rendu compte que je portais. Tu n'étais qu'un enfant, Noah. Ce n'était pas ta faute. Quand la nouvelle de l'héritage de Catherine est arrivée au reste de la famille, je savais que la paix que j'avais trouvée ne durerait pas longtemps. Cela a commencé par de petites allusions, des questions subtiles déguisées en conversations informelles. Puis, à mesure que les détails de ma fortune sont devenus plus connus, les gants ont été retirés et le droit a commencé à faire surface. La première à s'approcher a été maman. Elle a appelé un soir, la voix ruisselant de joie forcée. « Sarah, c'est tellement bon d'entendre ta voix. Comment vas-tu, chérie ?» J'ai roulé des yeux, sentant où cela allait. « Je vais bien, maman. »« Qu'est-ce qui se passe ?» ?»« Eh bien, je pensais juste, a-t-elle commencé, son ton changeant pour devenir quelque chose de trop sirupeux, c'est tellement merveilleux que Catherine ait pensé à toi. J'ai toujours su qu'elle admirait ton indépendance. Je me suis préparée à l'inévitable. Merci, maman. Y a-t-il une raison pour laquelle tu appelles ? Elle a hésité un instant avant de se lancer. Tu sais, Richard a eu quelques problèmes de santé ces derniers temps. Les factures médicales s'accumulent, et j'ai pensé que, puisque tu es dans une meilleure situation financière maintenant, tu pourrais peut-être nous aider un peu. Rien de trop important, bien sûr. Juste assez pour alléger la charge. L'audace m'a laissé momentanément sans voix. Maman, ai-je dit, ma voix aiguë, où était cette préoccupation quand je me battais pour terminer mes études secondaires ? Ou quand je travaillais à 2 emplois juste pour garder la lumière allumée ? Toi et Richard avez clairement indiqué il y a longtemps que je ne faisais pas partie de votre famille. Ce n'est pas juste, Sarah, a-t-elle protesté, mais son ton a trahi sa culpabilité. Nous t'avons toujours aimé. J'ai ri amèrement. M'aimer ? Tu as laissé Richard me mettre dans un sous-sol et me traiter comme une étrangère dans ma propre maison. Ne me parle pas d'amour. Elle a essayé de discuter, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse creuser un trou plus profond. Je n'allais pas la laisser réécrire l'histoire juste parce que j'avais maintenant de l'argent. Peu de temps après, Richard a décidé de faire sa propre demande. Il n'a pas appelé directement, bien sûr que non. Au lieu de cela, il a envoyé une lettre, écrite à la main dans son style habituel sévère et sans fioriture. Ma chère Sarah. J'espère que cette lettre vous trouvera bien. J'ai récemment appris l'héritage que vous avez reçu de Catherine, et je voulais prendre un moment pour vous féliciter. Elle a clairement vu le potentiel en vous que j'ai toujours pensé être là. Comme vous le savez, j'ai eu des problèmes de santé, et la tension financière a été difficile. Cela signifierait beaucoup pour moi si vous pouviez trouver le moyen d'aider avec certains des frais. Je sais que nous ne nous sommes pas toujours entendus, mais nous sommes toujours en famille, et la famille s'entraide en cas de besoin. Salutations cordiales ? Richard. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée à la poubelle sans hésiter. L'audace de cet homme. Après des années à ignorer mon existence, il voulait maintenant que je finance sa vie. C'était ridicule. Alex a été le suivant. Contrairement à Richard, il ne s'est pas préoccupé des politesses ou des subtilités. Il est apparu à ma porte sans prévenir un après-midi, avec son sourire arrogant habituel. « Salut, petite sœur », a-t-il dit, se penchant négligemment contre le cadre de la porte comme si nous étions de vieux amis. J'ai entendu dire que tu avais reçu de l'argent. Que veux-tu, Alex, ai-je demandé, sans me donner la peine de cacher mon irritation. Allez, ne sois pas comme ça, a-t-il dit, levant les mains en signe de reddition simulée. Je pensais juste qu'on pourrait parler, tu sais, se mettre à jour. J'ai croisé les bras et je l'ai regardé fixement. Tu perds ton temps. Je ne te donnerai pas un centime. Son sourire a vacillé, remplacé par une grimace de mépris. Waouh, c'est froid. Après tout ce qu'on a vécu, tu vas simplement me laisser tomber ?
J'ai ri, le son aigu et amer. Tout ce qu'on a vécu? Tu parles des années que tu as passées à me rendre la vie impossible? Oui, je pense que je passe. Il a murmuré quelque chose à voix basse sous son souffle et est parti furieux, mais je savais que ce ne serait pas la dernière fois que j'aurais de ses nouvelles. La vraie surprise est venue lorsque des parents éloignés ont commencé à sortir de nulle part, des personnes que je connaissais à peine ou avec lesquelles je n'avais pas parlé depuis des années, cousins, arrière-tantes, cousins au second degré 2 fois retirés. Tous se sont soudainement souvenus que j'existais et étaient désireux de se reconnecter. Une cousine, Lisa, m'a appelé de nulle part. Nous n'avions pas parlé depuis que nous étions enfants, mais elle agissait comme si nous étions amis depuis toujours. Sarah. C'est tellement bon d'entendre ta voix, a-t-elle dit avec effusion. J'ai voulu te contacter depuis des années. Vraiment, ai-je dit, sans être impressionnée. C'est curieux comment tu as décidé de me contacter après que j'ai hérité de millions de dollars. Son rire a vacillé. Oh, allez, ne sois pas comme ça. Nous sommes en famille. Famille, ai-je rétorqué. Je ne me souviens pas que tu m'aies invité à quelque chose ou que tu aies demandé de mes nouvelles quand je me battais. Ne fais pas semblant que cela concerne autre chose que de l'argent. Elle a essayé de se rétracter, mais j'ai terminé l'appel avant qu'elle ne puisse creuser un trou plus profond. La rencontre la plus choquante a été celle de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, le frère d'Emily, Brian. Je l'avais toujours connu comme un bon type, mais la nouvelle de mon héritage a dû faire ressortir sa cupidité. Il s'est approché de moi dans un café un jour, son ton trop décontracté. « Salut, Sarah », a-t-il dit, se glissant sur le siège en face de moi sans invitation. « J'ai entendu parler de ton coup de chance. Félicitations. » « Merci », ai-je dit avec lassitude. « Que veux-tu, Brian ?» Il a ri nerveusement. « Direct au but, hein ? Écoute, je me demandais si tu envisagerais d'investir dans une petite entreprise sur laquelle je travaille. C'est quelque chose de sûr, il lui faut juste un peu de capital pour décoller. Je l'ai regardé, incrédule. Tu es sérieux ? On a à peine parlé depuis des années, et maintenant tu veux que je finance ton entreprise ? Ce n'est pas comme ça, a-t-il protesté. Je te donne juste l'occasion de faire fructifier ton argent. Bonne tentative, Brian, mais je ne suis pas intéressé. Il est parti l'air gêné, et je suis resté là, me sentant en colère et triste. Il semblait que tout le monde me voyait comme un distributeur automatique d'argent maintenant. Finalement, j'ai décidé de clarifier ma position pour tous. J'ai écrit une publication publique sur les réseaux sociaux, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, mais que je sentais nécessaire. À tous ceux qui m'ont contacté au sujet de mon héritage, je ne suis pas une banque, une œuvre de bienfaisance ou une sauveuse financière. Pendant des années, beaucoup d'entre vous m'ont ignoré, m'ont écarté ou m'ont traité comme si je n'avais pas d'importance. Maintenant que j'ai de l'argent, vous vous souvenez soudainement que j'existe. Laissez-moi être clair, je ne vais faire l'aumône à personne. Cet argent est à moi, et j'ai l'intention de l'utiliser pour me construire une vie meilleure. Si vous vous souciez vraiment de moi, vous n'avez pas besoin que je dise ça. Sarah. La réaction a été immédiate. Maman a appelé, furieuse. Alex m'a envoyé une série de textos en colère. Même des parents éloignés m'ont accusé d'être égoïste. Mais pour la première fois de ma vie, je m'en suis fichu. Je n'allais pas laisser leurs opinions me définir davantage. Cet héritage n'était pas seulement de l'argent, c'était ma liberté, et je n'allais pas laisser personne me la prendre. Je pensais avoir vu le pire de la cupidité de ma famille, mais je me trompais. Les exigences, les voyages de culpabilité et les appels téléphoniques manipulatoires n'étaient que le début. Lorsque Linda et Richard ont réalisé que je n'allais pas leur donner volontairement une partie de mon héritage, ils ont intensifié leurs efforts de manière inimaginable. Ce qui a commencé comme une série de menaces voilées est devenu un chantage absolu, finalement, un cauchemar juridique qui allait mettre à l'épreuve chaque once de ma détermination. Le premier signe de problème est arrivé sous la forme d'une enveloppe sans marque glissée sous ma porte. À l'intérieur, il y avait une lettre dactylographiée et plusieurs photos granuleuses. La lettre était directe et concise. Sarah. Tu crois que tu es bien meilleure que nous maintenant que tu as de l'argent, mais ce n'est pas le cas.
Nous avons des preuves de ce que tu as fait, et si tu ne veux pas que cela soit rendu public, tu partageras ce qui nous revient de droit. Les photos jointes étaient risibles. L'une me montrait sortant d'un bar avec quelques collègues. Une autre était de moi en train de parler à un homme devant ma maison, probablement un livreur. Et une troisième était de moi en train de donner de l'argent à un sans-abri. Il n'y avait rien de compromettant sur aucune d'elles, mais l'intention était claire, il voulait m'intimider pour que je me soumette. J'ai appelé Clara, mon avocate, dès que j'ai fini de lire la lettre. C'est elle qui m'a aidé à gérer mon héritage, et j'avais entièrement confiance en son jugement. C'est du travail d'amateur, a-t-elle dit après que je lui ai envoyé des photos de la lettre et des photos. Ils n'ont rien. Ne répondez pas et ne vous impliquez pas. S'ils escaladent, on gère ça. Sa confiance tranquille m'a rassurée, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre officielle d'un avocat représentant Linda et Richard. La lettre m'accusait de manipuler Catherine pour qu'elle me laisse sa fortune et affirmait qu'il me devait une partie de l'héritage en compensation de souffrances émotionnelles et de difficultés financières. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. C'était un mensonge effronté, et l'audace m'a rendue furieuse. Le testament de Catherine avait été rédigé méticuleusement, et il n'y avait aucun moyen qu'il puisse le contester. Pourtant, l'idée d'être entraînée dans une bataille juridique m'a retourné l'estomac. Clara était livide quand je lui ai montré la lettre. C'est une pure absurdité, a-t-elle dit en secouant la tête. Ils n'ont pas une seule jambe sur laquelle se tenir. Mais nous devrons répondre officiellement. Laissez-moi gérer ça. Au cours des semaines suivantes, les choses ont rapidement escaladé. Linda et Richard ont déposé une plainte officielle, alléguant que Catherine avait été contrainte de me laisser son patrimoine. Ils ont allégué que je m'étais servi de son âge et de son état mental, même si j'avais à peine eu de contact avec elle avant sa mort. Les accusations étaient absurdes, mais le stress était accablant. Clara a fait venir un autre avocat, Anthony, spécialisé dans les litiges successoraux. Il était rusé, sensé et avait une étrange capacité à détecter les mensonges. Ensemble, ils ont commencé à rassembler des preuves pour démanteler les affirmations de Linda et Richard. Ce testament est béton, m'a assuré Anthony lors d'une de nos réunions. La capacité mentale de Catherine a été vérifiée par 2 médecins indépendants lorsqu'elle l'a rédigé. Nous avons également des témoins qui peuvent confirmer qu'elle a pris cette décision d'elle-même. Malgré ces assurances, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de l'anxiété. La poursuite occupait ma vie. Chaque jour apportait de nouvelles accusations, plus de paperasse et d'innombrables réunions avec Clara et Anthony. J'avais l'impression de mener une guerre sur tous les fronts, et l'ennemi était implacable. Les choses ont pris un tournant plus sombre lorsqu'Alex s'est impliqué. Il a commencé à répandre des rumeurs à mon sujet en ligne, alléguant que j'avais volé l'héritage et ruiné la famille. Il a même créé un faux compte de médias sociaux pour publier des messages fabriqués qui donnaient l'impression que j'avais prétendu manipuler Catherine. Les publications ont gagné en traction, et bientôt des inconnus ont inondé ma boîte de réception de messages de haine. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était épuisant. À chaque pas en avant, j'avais l'impression d'être entraîné 2 pas en arrière. Un soir, alors que je vérifiais des documents avec Clara, elle s'est soudainement figée, les yeux se plissant sur une page en particulier. « C'est intéressant », a-t-elle murmuré, pointant une section de la plainte. Ils affirment que Catherine leur a promis de l'argent par écrit. As-tu une idée à quoi ils font référence? Non, ai-je dit, confuse. Catherine n'a jamais mentionné quelque chose de semblable. Anthony s'est penché pour regarder la page. S'ils affirment qu'il existe un accord écrit, ils devront le présenter au tribunal. Voyons s'ils se vantent. Effectivement, quelques jours plus tard, leur avocat a présenté une prétendue lettre de Catherine déclarant son intention de partager son patrimoine entre la famille. La lettre était mal écrite, pleine de fautes de grammaire, et ne correspondait même pas à l'écriture de Catherine. C'est une falsification, a déclaré Clara immédiatement, et pas très bonne. Anthony a hoché la tête. Nous demandons une analyse graphologique. Cela leur explosera au visage. Le tournant est arrivé lors de la déposition. Clara et Anthony ont interrogé Linda et Richard impitoyablement, exposant les incohérences de leur histoire.
Richard a affirmé que Catherine lui avait promis de l'argent lors d'un appel téléphonique, mais lorsqu'il a été pressé pour obtenir des détails, il n'a pas pu se souvenir de la date, de l'heure ni d'aucun détail spécifique de la conversation. Linda a essayé de le soutenir, mais son témoignage contredisait le sien sur plusieurs points clés. Puis est venue l'analyse graphologique. L'expert a confirmé ce que nous savions déjà, la lettre était une falsification. L'analyse a révélé que l'écriture correspondait à des échantillons de l'écriture de Richard, et non à celle de Catherine. Confronté à cette preuve, l'avocat de Richard a visiblement pâli. Il était clair que son cas s'effondrait. Mais ils ont refusé de faire marche arrière. Finalement, le juge a rejeté la plainte avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas la déposer à nouveau. Clara et Anthony n'avaient pas seulement détruit leur réclamation, mais ils avaient également déposé une contre-plainte pour diffamation et honoraires d'avocat. Le tribunal a ordonné à Linda et Richard de payer une forte somme en dommages et intérêts, ce qui était une justice poétique, compte tenu de leur cupidité. La victoire a été amère. Bien que j'aie été soulagée que cette terrible expérience soit terminée, elle m'avait laissé épuisée et désillusionnée. Les personnes qui étaient censées être ma famille avaient tout fait pour me faire tomber, et il était difficile de concilier cela avec les souvenirs des personnes qu'elles étaient autrefois. Pourtant, j'ai refusé de les laisser gagner. Le cadeau de Catherine m'avait donné une nouvelle chance dans la vie, et je n'allais pas laisser leur amertume ruiner cela. Je me suis concentrée sur la reconstruction, en m'entourant de personnes qui se souciaient vraiment de moi et en coupant les liens avec celles qui ne le faisaient pas. Après le chaos de la poursuite et l'avalanche de cupidité familiale, j'ai décidé qu'il était temps de me concentrer sur moi-même. J'avais passé trop d'années attachée aux chaînes émotionnelles de personnes qui ne me voyaient que comme un moyen d'atteindre une fin. Couper le contact n'a pas été facile. Il y a eu des moments où je me suis demandé si je faisais ce qu'il fallait, mais je savais que je ne pouvais pas guérir tant que j'étais liée à leur toxicité. Ma première étape a été de fixer des limites. J'ai bloqué le numéro d'Alex après un autre texto plein de ressentiment et j'ai dit à maman que je n'allais pas entretenir de discussion sur Richard ou de l'argent. Étonnamment, elle ne s'est pas disputée avec moi, peut-être parce qu'elle a senti que je ne fanfaronnais pas. Au lieu de cela, j'ai mis mon énergie dans les relations qui comptaient vraiment. Émilie avait été mon roc à travers tout ça, et je me suis appuyée sur elle maintenant plus que jamais. Nous avons commencé à passer tous les vendredis soirs ensemble, à regarder nos émissions préférées et à rire jusqu'à en perdre haleine. Sa mère, Madame Taylor, me traitait toujours comme une deuxième fille, me demandant toujours de mes nouvelles et m'invitant à dîner.